Cela ne devrait pas être ici. Au milieu du Sahara, il existe des troncs qui semblent être les vestiges d'une forêt impossible. Et ce qui est le plus troublant n'est pas qu'ils existent, c'est ce qu'ils obligent à admettre sur la terre qui existait avant ce désert. Parce que si ces troncs sont vraiment ce qu'ils semblent être, alors le Sahara n'est pas simplement un désert. C'est un cimetière géologique, une archive géante, un endroit où différents mondes se sont empilés les uns sur les autres jusqu'à ce que presque personne ne puisse plus le voir. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement « que sont ces troncs ?» La vraie question est beaucoup plus grande. Quel type de planète devait exister pour qu'ils se retrouvent ici? Et quand nous commençons à suivre cette piste, le désert cesse de sembler vide. Pour celui qui regarde rapidement, il semble seulement être des pierres étranges. Mais l'œil humain reconnaît les motifs bien avant que l'explication n'arrive. Des coupes transversales, des formes cylindriques, des fragments qui ressemblent à du bois mort. Sauf qu'ici, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'eau. Il n'y a même pas la promesse d'un écosystème capable de produire quelque chose comme ça. C'est exactement ce contraste qui captive. Non pas parce qu'il prouve une théorie extravagante, mais parce qu'il crée une friction impossible à ignorer. Comment les vestiges d'arbres peuvent-ils survivre dans l'un des endroits les plus hostiles de la Terre? Certains de ces troncs ont plus de 2 mètres de circonférence, une structure si intacte que vous pouvez compter les anneaux. Les mêmes anneaux qui révèlent le temps qu'il a fallu pour que cet arbre pousse. Et autour d'eux, seulement du sable. Rien. Pas une trace de racines. Pas d'humidité. Pas de vie. Comme si quelqu'un avait coupé la forêt entière, attendu des millions d'années, puis enterré les troncs sous un désert qui est apparu de nulle part. Ce qu'il montre est déroutant pour celui qui aime les certitudes simples, parce que la réalité est déjà suffisamment inconfortable. Nous avons été entraînés à imaginer le Sahara comme une permanence, comme s'il avait toujours été cela, du sable, du silence et de la mort minérale. Mais non. Pendant la soi-disant période humide africaine, entre environ 11 000 et 5 000 ans avant le présent, de vastes zones du Sahara étaient beaucoup plus vertes et humides. Il y avait de la végétation, il y avait des zones humides, il y avait des lacs, il y avait une présence humaine. L'image du Sahara comme désert éternel ne résiste pas au propre registre de la Terre. Mais voici le détail que la plupart ignorent. Durant cette période, le Sahara n'était pas seulement plus vert. Les recherches satellitales récentes ont montré qu'il existait un système de lacs profonds, certains s'étendant sur des centaines de kilomètres, des réseaux de rivières qui ont complètement disparu. Ce n'était pas devenu un désert graduellement. L'effondrement s'est produit en l'espace de quelques siècles. En 300 ans, une région avec une eau abondante est devenue de la poussière. Les civilisations humaines qui vivaient là ont dû choisir, migrer ou mourir. Et cela change tout. Le spectateur arrive intrigué par une curiosité géologique et il découvre soudainement que le décor du mystère lui-même est récent, instable, presque provisoire. Mais il existe un problème. Ce Sahara vert, des derniers milliers d'années, n'explique pas encore complètement les troncs pétrifiés que nous trouvons. Quand quelqu'un entend que le Sahara a déjà été vert, la tendance naturelle est de penser « d'accord, c'est résolu ». Il y avait des arbres. Les arbres sont morts. Fin. Mais c'est ici que l'histoire devient beaucoup plus sérieuse. Un Sahara avec des lacs et des savanes il y a quelques milliers d'années, c'est une chose. Trouver du bois fossilisé avec des âges remontant à des dizaines de millions d'années, c'en est une toute autre. Cela repousse l'enquête à une échelle que le cerveau ordinaire refuse presque de ressentir. Laisse-moi te mettre ça en perspective. Les troncs pétrifiés d'Égypte, ils datent de 30 à 35 millions d'années avant le présent. À l'époque, l'humanité n'était que l'ancêtre d'un petit primate sur la mauvaise branche d'un arbre évolutif, littéralement. L'Homo sapiens n'existait pas, ni l'Homo habilis,
ni rien de remotement similaire à nous. Nous parlons d'une planète tellement différente que les continents étaient encore dans d'autres positions. Et sur cette planète complètement différente, à ce point de la carte qui est aujourd'hui un désert absolu, il y avait des forêts tropicales, avec une flore et une faune que personne n'a jamais revues. Elles ont disparu. Elles se sont évanouies de l'existence. Nous ne parlons plus seulement d'un changement climatique humain ou préhistorique. Nous parlons d'une terre ancienne, d'un autre monde biologique, de paysages qui n'ont pas seulement disparu. Ils ont été remplacés. Alors les troncs cessent d'être un détail exotique. Ils deviennent une preuve physique d'une continuité brutale. Le Sahara actuel a été construit sur des mondes antérieurs. En Égypte, à l'est de Mahdi, existe une réserve connue sous le nom de forêt pétrifiée. Là, la formation géologique de Jabal al-Khachab préserve une densité impressionnante de troncs et de tiges fossilisées. Ces vestiges datent de l'Oligocène, approximativement 30 à 35 millions d'années avant le présent. Certains apparaissent comme si le paysage avait été interrompu au milieu d'une transformation impossible, la matière organique se transformant en pierre, la forêt devenant un monument minéral. Ce point est décisif, parce que le mystère est ancré dans quelque chose de vérifiable. Nous n'inventons pas l'existence de bois fossilisés dans le contexte saharien et égyptien. Il existe, c'est documenté, c'est étudié. Mais savoir qu'il existe ne répond toujours pas à la question la plus gênante. Comment un tel endroit se forme-t-il? Le bois pétrifié n'est pas du bois sec, c'est du bois transformé. Le processus exige l'enfouissement. Il exige peu d'oxygène. Il exige une circulation d'eau riche en minéraux. Il exige du temps selon une échelle quasi inhumaine. La matière organique est progressivement remplie et remplacée par de la silice et d'autres minéraux. La structure du tronc est préservée, tandis que sa substance originelle disparaît complètement. Pour qu'un tronc arrive à cet état, il ne suffit pas qu'un arbre existe. Il faut aussi qu'existe un environnement sédimentaire approprié, une dynamique hydrique complexe, un enfouissement profond, une chimie minérale spécifique et une stabilité temporelle absurde. En d'autres termes, ces troncs ne sont pas seulement des vestiges de vie, ce sont les vestiges d'un système entier, un écosystème complet. Laisse-moi clarifier ce que signifie stabilité temporelle absurde. Ces troncs ont traversé 30 à 35 millions d'années de transformation minérale continue. Imagine un processus si lent que chaque cellule du tronc original a été remplacée, molécule par molécule, par du quartz ou de la calcite, sans perdre la structure originelle. C'est comme si le tronc avait vraiment changé, mais pas une transformation rapide. Une transformation qui a pris plus de temps que toute l'évolution de l'Homo sapiens, 3 fois plus de temps. Et le résultat est si dense, si minéralisé, si permanent, que ce morceau de bois est maintenant littéralement plus dur que le diamant en certains points. Un tronc qui est devenu rocher. Un rocher qui ressemble au bois. La forme parfaite d'un objet qui ne devrait plus exister. Et ce système, selon toute apparence, était beaucoup plus humide, beaucoup plus vivant, beaucoup plus complexe que le désert actuel ne le laisse imaginer. Les études du Fayoum décrivent le nord de l'Égypte de l'Oligocène comme une plaine côtière tropicale à subtropicale. Il y avait une abondance de végétation. Il y avait de véritables mangroves. Il y avait d'étendues zones marécageuses. Il y avait des rivières sinueuses. Il y avait une faune diverse et prospère. Parce que ce n'est pas de la spéculation. Nous savons exactement comment c'était parce que les fossiles nous le disent. Des dents de requin, des restes de crocodiles du Nil, des os d'hippopotames, des graines de plantes aquatiques. Tout cela a été trouvé dans des couches de sédiments au Fayoum, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune brèche pour l'interprétation. À une période de l'histoire de la Terre, ce désert était un écosystème aquatique complet, rempli de mégafaune. Après, c'est devenu l'un des endroits les plus arides de la planète. Non pas sur une échelle de milliers d'années,
sur une échelle de changement climatique si radicale que sa dynamique est encore aujourd'hui un mystère ouvert dans la communauté scientifique. Le scénario est si éloigné de l'imaginaire du désert moderne qu'il semble appartenir à une autre planète. Pense à ça une seconde. Là où l'image dominante est actuellement l'extrême sécheresse, il y avait autrefois suffisamment d'eau, suffisamment de sédiments, suffisamment de vie pour soutenir des forêts entières et des écosystèmes complexes. Et cela modifie profondément la hiérarchie émotionnelle de toute l'histoire. Parce que le spectateur arrive intrigué par un objet étrange. Mais il reste quand il réalise que l'objet n'est que la pointe visible d'un paysage entier qui a disparu. Les troncs ne sont pas le mystère complet. Ils sont la preuve que le mystère est beaucoup plus grand qu'il ne semblait. Si la géologie garde la mémoire profonde, l'art rupestre garde la mémoire humaine. À Tassili Nadjer, au sud-est de l'Algérie, plus de 15 000 dessins et gravures témoignent des changements climatiques. Ils témoignent des migrations de la faune. Ils témoignent de l'évolution de la vie humaine à la lisière du Sahara. Là apparaissent des espèces qui dépendent de l'eau. Apparaissent des animaux qui semblent aujourd'hui incompatibles avec l'idée populaire d'un désert absolu. Des hippopotames, des antilopes aquatiques, des poissons géants en profondeur. Mais pas seulement. Les dessins les plus troublants montrent des humains engagés dans des activités qui exigent de l'eau, nager, plonger, pêcher au filet. L'art enregistre tellement en détail que les archéologues peuvent identifier le type de pêche pratiquée. Et tu sais quel détail change tout? Ces dessins ont entre 6 000 et 10 000 ans d'âge. Nous parlons d'une période si récente que, si ce désert pouvait parler, il parlerait en histoire que ses ancêtres ont entendu raconter. Mais personne ne nous les a racontées. L'histoire a simplement disparu. C'est crucial parce que cela crée deux couches temporelles en collision. L'une est humaine, de quelques milliers d'années. L'autre est géologique, de dizaines de millions d'années. Le Sahara n'a pas été une seule chose. Il a été plusieurs terres différentes, à des époquements différentes, comprimées dans le même espace. Et c'est exactement cette superposition qui rend le désert si troublant. C'est ici que beaucoup de gens gâchent ce sujet. Ils voient dans les troncs pétrifiés et sautent directement à une découverte interdite, une histoire cachée, la preuve d'une civilisation perdue. Mais la force de ce sujet n'en a pas besoin. Qu'est-ce qui est réel? Le Sahara a eu des phases beaucoup plus humides. Des parties aujourd'hui arides conservent des preuves d'eau, de faune, de végétation et d'occupation humaine. Il y a des dépôts et des réserves avec des troncs fossilisés dans des contextes sahariens, égyptiens. La géologie montre que les régions aujourd'hui désertiques ont déjà été des environnements radicalement différents. Qu'est-ce qui est une hypothèse légitime? Jusqu'à quel point certaines concentrations de bois fossilisés indiquent des forêts locales? Jusqu'à quel point elles indiquent le transport par d'anciens cours d'eau ou des reconfigurations sédimentaires ultérieures? Ce sont des questions ouvertes et discutées dans la communauté scientifique. Et qu'est-ce qui est une exagération? Transformer toute anomalie visuelle en preuve automatique d'une dissimulation. Sauter des fossiles aux conspirations sans fondement. Paradoxalement, quand le sensationnalisme disparaît de la scène, il reste quelque chose de pire. Le désert réel est déjà suffisamment troublant. Et peut-être que c'est pour cela que si peu de gens en savent quelque chose. Parce que la vérité est plus troublante que n'importe quelle conspiration. Une conspiration a des méchants, a des explications. Mais cela, c'est la nature. C'est l'évolution planétaire. C'est se rappeler que les continents, les climats, les paysages entiers, tout ce qui semble fixe, éternel, ne sont que des phases temporaires dans un processus beaucoup plus grand. En parler ne se vend pas autant que découverte interdite ou le gouvernement a caché. Alors, les gens prétendent que cela n'existe pas.
Parce qu'exister signifie que tout, vraiment, ce qui semble permanent, est vraiment en compte à rebours. Peut-être que c'est là le vrai point aveugle de notre imagination. Nous acceptons que les empires disparaissent, nous acceptons que les villes soient englouties, nous acceptons même que des espèces entières soient effacées. Mais nous résistons à l'idée que des paysages entiers meurent aussi. Ces troncs pétrifiés dans le Sahara ne sont pas intéressants parce qu'ils sont étranges. Ils sont intéressants parce qu'ils sont les vestiges physiques d'un paysage qui a cessé d'exister à tous les niveaux. Au niveau biologique, au niveau climatique, au niveau mental, une forêt est devenue pierre, une région vivante est devenue une archive. Et puis cette archive a été couverte par l'image d'un désert éternel. Peut-être que ce qui a disparu n'était pas simplement cette terre ancienne. Peut-être que notre capacité à imaginer que le monde change beaucoup plus que la mémoire humaine ne peut le supporter a aussi disparu. Et si tout cela n'était pas assez troublant, il existe une dernière couche. Les recherches actuelles indiquent que le comportement climatique du Sahara reste connecté à de grands systèmes atmosphériques et océaniques. Le passé humide de la région n'est pas une fantaisie romantique. Il fait partie de la dynamique réelle de la Terre, et voici le détail que la science est encore en train de traiter. Ces périodes humides ne sont pas un hasard, elles font partie d'un cycle qui se répète tous les 20 000 ans approximativement, en raison de la variation de l'orbite terrestre et de l'inclinaison de l'axe. Le cycle de Milankovitch, si tu veux le nom technique. Signification pratique ? Le Sahara a déjà été vert avant 11 000 ans avant le présent. Il sera vert à nouveau. Pas dans 100 ans, probablement pas dans 1000 ans. Mais à l'échelle géologique, c'est inévitable. Ce désert qui semble permanent est en compte à rebours pour se transformer à nouveau. Et quand cela se produira, quand les premiers lacs commenceront à se former, quand la végétation commencera à avancer sur le sable, les troncs pétrifiés qui sont encore là-bas seront les seuls témoins que ce cycle s'est déjà produit avant. Et cela va se reproduire. Et encore. Et encore. En d'autres termes, le Sahara que nous connaissons peut aussi être seulement une phase, une version provisoire, un décor qui peut aussi changer à des échelles que nous ne pouvons pas encore complètement prévoir. Et alors, la question change une fois de plus. Ce n'est plus « comment ce tronc s'est-il retrouvé ici ?» La vraie question est « combien de versions de la Terre ont exactement existé au même endroit où nous ne voyons aujourd'hui que du sable ?» Peut-être que le Sahara ne cache pas un secret interdit. Peut-être qu'il fait quelque chose de beaucoup plus troublant. Peut-être qu'il montre, sans dire un mot, que le monde actuel n'est la forme finale de rien. Ces troncs sont restés. Les forêts, non. Les lacs, non. Les animaux, non. Les paysages, non. Et si un désert peut préserver les vestiges de mondes si différents, alors la question qui reste n'est pas sur le passé, c'est sur nous. Parce que la donnée terrifiante est celle-ci. Le Sahara a pris environ 300 ans pour s'effondrer d'écosystèmes humides à désert absolu. Effondrement, changement radical, non pas à l'échelle de millions d'années, à l'échelle humaine. Dans une vie humaine médiévale, vous verriez le début et la fin de cette transformation. Vos enfants hériteraient d'un monde méconnaissable. Maintenant, pense à la vitesse des changements climatiques actuels. La température mondiale augmente non pas en siècles, en décennies. Les régimes de précipitation se déplacent. Les océans s'acidifient. Nous sommes accélérés dans cette transformation. Et la question que personne ne veut poser est, dans 300 ans, dans 1000 ans, que va trouver quelqu'un enterré sous ce qui était autrefois une forêt ? Qu'est-ce qui va être fossilisé ? Qu'est-ce qui va disparaître pour toujours, ne laissant que les vestiges d'un monde qui a existé ? Quoi, dans notre propre monde, semble aussi permanent, mais a déjà commencé à disparaître ?